Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré dans la grande salle du Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous recevons le collectif de designers graphiques Brest, composé d'Arnaud Jarsaillon, de Rémi Poncet et de Loris Pernou. Très bonne écoute. Bafouiller quelques mots histoire de vous présenter rapidement, mais surtout n'hésitez pas à venir compléter et à corriger ce que je vais raconter. Donc, c'est un collectif de design graphique fondé en 2009 à l'origine, qui comprend Arnaud Jarsaillon, Rémi Poncet et Loris Pernou. On reviendra peut-être plus tard sur la généalogie et l'historique, si vous voulez, du collectif. Vous êtes 3 designers graphiques indépendants. Oui. Brest, c'est le collectif qui rassemble les productions que vous avez en commun, que vous partagez. Le collectif, intervient quasiment exclusivement dans les secteurs culturels, musique, édition, expo, théâtre, ciné aussi un peu, non ? Ouais. Et à l'intérieur de cette identité Brest, il y a 2 autres succursales qui se détachent. On peut dire comme ça, non ? C'est le terme de succursale qui nous amuse, mais c'est 400 mètres carrés en région. Oui, en tout cas deux autres entités qui appartiennent au collectif Brest. L'une s'appelant donc Objet Livre, qui est la partie qui rassemble un peu vos créations autour de l'édition. On retrouve des textes d'autrices, de la poésie, des tirages en risographie, sérigraphie en édition limitée, et toute une réflexion autour de nouveaux objets éditoriaux. Et donc l'autre sous-ensemble de Brest, c'est Objet Disque. Et là par contre on est plus sous la forme d'un label. Donc on est vraiment du côté musical de la chose et aussi de l'accompagnement des créations des pochettes de disques, de vinyle, etc. Mais là, dédié vraiment au secteur musical. Ouais, c'est une maison d'édition en fait qui est vraiment spécifique. On a une maison d'édition vraiment print, réseau, texte, micro-édition, et l'autre plus autour de l'univers musical. C'est ça. Voilà. Et comme son nom l'indique, Brest, c'est à Paris et dans la Drôme. C'est ça. Alors, et à Crest. Ouais. C'est curieux déjà de s'appeler Brest et il y a une petite de ne rien avoir avec la Bretagne du tout. C'est un fantasme. C'est la question qu'on nous pose le plus. Ouais, j'imagine, parce que ça. Et à laquelle on répond le moins. On a quand même décroché un boulot, une collaboration très longue avec un théâtre à Rennes qui était persuadé qu'on était breton. Ça a démarré comme ça. Ok. Alors peut-être pour structurer, on peut repartir du côté formation déjà avant d'être en collectif, etc. Qu'est-ce que vous avez fait comme études pour en arriver là ? Est-ce que vous avez commencé, vous avez fait l'école ensemble ou pas ? Comment ça s'est passé ? En fait, on a 3 parcours vraiment d'indépendants et différents. On a Arnaud, qui est un peu l'instigateur et le fondateur un peu de ce collectif-là. Le plus ancien, quoi. Le plus ancien, ouais. Enfin, il y a un peu 3 générations, mais c'est des petites générations, mais quand même 3. Et Arnaud et moi n'avons pas du tout de formation graphisme. D'accord. Moi, j'avais fait les beaux-arts, où j'avais fait de la peinture, de la vidéo, des choses comme ça, et de la musique, mais pas du tout de graphisme. Et Loris a fait une formation, tu peux préciser peut-être. Ouais, pour le coup, de graphisme. Donc, voilà, la rencontre, elle se passe aussi à cet endroit, je crois. Mais oui, moi, j'ai fait une formation du coup plus classique, graphisme et typographie aussi, partagée entre la France et les Pays-Bas. Et donc, cursus plus classique du graphiste qui, voilà. Mais j'ai un parcours un cursus un peu long parce que je me suis orienté tout de suite après le collège. Donc, j'ai fait une formation pro dans un lycée pro. Orienté métier d'art, une formation qui n'existe plus aujourd'hui, qui a disparu, mais en tout cas qui a été remplacée par autre chose. Donc voilà, et après, des écoles de design graphique. Une super école. Oui, c'est vrai que c'était quand même pas mal. C'est laquelle ? C'est la Gerrit Rietveld Academy qui est à Amsterdam, où je suis resté 3 ans. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut avoir fait une école aussi pour simplifier le chemin vers les clients et vers
vers une forme de réussite dans ce métier-là. Parce que par exemple, à fond le cas pour les Beaux-Arts, souvent... Moi, je pense pas, dans le sens où quand j'ai rejoint le collectif, j'avais aucune notion par rapport à ça, en fait, de comment se passe un rendez-vous, comment on aborde un projet dans la réalité, sur le terrain, quoi. Quand Arnaud et Rémi m'ont appris ça quand je suis arrivé aussi. Donc, mais nous-mêmes avons appris sur le tas, en fait. Oui. Parce qu'on n'avait pas du coup, ça a commencé comment? En fait, il y a deux... Arnaud, peut-être tu veux toi commencer après. En tout cas, moi, j'ai ce parcours autodidacte. J'ai commencé à être graphiste parce que je gravitais dans le milieu de la culture, spectacle de rue, musique et associatif aussi, festival, organisation de festivals. Et j'avais des facilités avec le dessiné et l'outil graphique. Et c'était quelque chose d'hyper empirique. Ayant besoin de visuels pour les projets, j'étais en capacité de les faire et je les faisais. Et avec ce rêve inavoué de devenir graphiste, tout en n'imaginant pas pouvoir l'être parce que j'avais pas justement choisi d'être formé là-dedans. Donc c'était une espèce de rêve un peu trouble. Et puis à force de bosser, en fait, mon école, ça a été le fait de faire, en fait, et de faire. En fait, c'est presque un processus inverse de ce que pourrait être celui de Loris, c'est d'apprendre et puis après de devenir graphiste. Moi, je suis devenu graphiste et j'ai l'impression d'apprendre après avoir été graphiste, d'avoir fait beaucoup de choses absolument affreuses au début et voilà, j'ai l'impression de commencer à apprécier ce que je fais, ce qu'on fait, en fait, parce que c'est aussi... moi, j'ai travaillé 10 ans tout seul, et au bout de 10 ans, et des commandes grandissantes, c'était de me dire, voilà, à un moment donné, il va falloir collaborer, trouver des solutions. J'ai atteint des limites de ce qui était possible de faire seul, tout en pensant que collaborer, c'était quelque chose d'impossible, à l'endroit du graphisme qui est extrêmement précis. On encule les mouches, en fait, en permanence, pour rester pas trop poli. Mais c'est que ça, en fait. C'est des choix d'une subtilité incroyable. Et rencontrer des gens avec qui on s'entend là-dessus, c'est ce qui se passe avec Loris et Rémi. C'est assez exceptionnel, je trouve. D'accord. Mais donc, parce qu'on rappelle, la naissance du collectif c'est 2009. Ouais. Donc, avant 2009, toi, en solo, tu as 10 ans de pratique, de commandes, au début autodidacte, et puis de plus en plus professionnalisante. C'est ça, des commandes qui me sont tombées dessus, qui m'ont J'imagine là par bouche à oreille, parce que justement, tu as fait un projet, ça a plu, et ainsi de suite. Ouais, c'est toujours été du bouche à oreille. Ouais. C'est une question de réseau, en fait, avec le fait d'être impliqué dans les réseaux. Alors toi, dans le théâtre de rue, la musique, etc., ça amène des rencontres. Mais on va en reparler, mais encore aujourd'hui. En fait, on est rentré dans un réseau et qui résonne, en fait, et les choses convergent jusqu'alors. Voilà, les choses arrivent vers nous, en fait. D'accord. C'est pas complètement accidentel, mais presque par moment. Ouais. Et donc le collectif naît de ce besoin où tu te dis, bon là j'arrive à un moment de ma pratique où j'ai besoin de collaborer, si je veux continuer j'imagine de répondre à des commandes grandissantes, etc. Et puis ne serait-ce que pour justement partager, parce que quand on est tout seul, des fois on a peut-être un peu la sensation de faire le tour de son propre monde, donc s'ouvrir aux autres, c'est aussi une façon d'explorer d'autres territoires, en tout cas de rendre d'autres choses possibles. Et en même temps, le graphisme était une sorte de point d'équilibre, étant aussi musicien de rue, de scène. Et je faisais aussi partie d'un collectif de décorateurs à l'époque, donc beaucoup de projets très collectifs. L'endroit du graphisme, c'était aussi un endroit où je pouvais m'accomplir seul, qui était un équilibre assez nourrissant pour moi, voire vital. Et le moment où je suis devenu surtout graphiste, c'est là où la notion de partager cet endroit, y compris, s'est révélée nécessaire, en fait. D'accord. Judicieux. Et donc, si on avance dans le temps, donc alors après, toi, Oui, la rencontre avec Arnaud coïncide à un moment qui est
c'est pas exactement le même parcours, mais quasiment dans le sens où, moi pour le coup, j'avais pas de rêve particulier d'être graphiste. Je voulais être musicien, je faisais de la musique, et depuis ado que je faisais mes disques, mes cassettes, même à l'époque, je faisais mes pochettes, et des potes me demandaient de faire les leurs. Donc je me suis retrouvé avec une pratique d'image associée à la musique en tant que musicien. Que tu n'as pas développé aux Beaux-Arts spécialement ? Non, et j'ai même quitté les Beaux-Arts après 4 ans parce que la musique et le graphisme n'avaient pas leur place dans cette école-là. D'accord. À ce moment-là, quoi. T'étais dans quelle école ? J'étais à l'école de Grenoble, qui était très art contemporain en début des années 2000, quoi. Et c'était chouette, hein. Mais du coup, ça m'a affirmé. Je suis rentré avec des travaux de peinture, de vidéo, plein de choses. Enfin, je faisais un peu tout comme quand on rentre dans les Beaux-Arts, quoi. Et il fait pas mal de vidéos déjà, c'est ça ? Pas mal de vidéos, ouais. Mais du coup, plus j'avançais, plus je me centrais sur le graphisme et la musique. Et donc, j'avais plus de pratique qui pouvait coïncider avec l'école. Mais du coup, voilà, je me suis vraiment affirmé en tant que musicien, et je me suis retrouvé par contre avec du boulot d'image plus qu'au niveau de la musique. Et quand on s'est rencontré avec Arnaud, c'était à un concert. Et ça faisait 2 ans que j'étais indépendant. J'avais un statut d'auto-entrepreneur et que je gagnais ma vie en temps du graphisme. D'accord. Et en fait, j'ai appris, pour le coup, apprendre sur le tas, c'est vraiment ça aussi. Je maîtrise un peu Photoshop, je bricolais vraiment, c'était de la bricole. Et quand j'ai eu ma première grosse commande, qui était la salle de concert, l'aéronef à Lille, qui est une grosse salle de concert, j'ai appris InDesign pour faire la brochure. Mais tout seul. Donc après, on s'est rencontrés peu de temps après ça. Et les choses se sont développées assez vite, voilà. Mais c'est vraiment de l'amateurisme poussé à un degré assez loin. Donc je pense qu'on s'est retrouvés sur des trucs un peu comme ça, et à la fois fantasmer complètement l'idée que certains ont des formations qu'on n'a pas, et en même temps, ayant eu des stagiaires, rencontrant pas mal d'étudiants qui eux ont des formations, on voyait qu'il y avait aussi un intérêt pour une forme de liberté qu'on pouvait avoir sur des formes. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse être des gros amateurs d'images et savoir ce qui se passe dans le monde du graphisme à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est quelque chose que moi j'associe aussi à la musique. Je vois avec des musiciens qui ont des formations classiques, qui sont très admiratifs de gens qui savent pas écrire la musique, qui vont faire n'importe quoi selon les codes, mais qui, voilà. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un discours qui est intéressant entre ces parcours-là, quoi. Mais concrètement, quand on décide de devenir graphiste et qu'on commence à faire ça, comment on fait ? Tu te fais un statut, tu commences pas à te faire un statut, ou tu commences par trouver un client. C'est quoi comment ça se passe, le statut, il arrive un peu après. Moi, je sais que je m'étais fait un statut d'auto-entrepreneur parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse des factures, et on m'avait conseillé ça. On m'a dit ça peut être pas mal. Voilà. Et puis après, Maison des artistes. Et donc après, quoi. C'est pas une stratégie, c'est ça que je demande. Non, je pense que avec Rémi, on a été très opportuniste en fait sur. On avait des outils, on développait quelque chose à l'endroit du graphisme, et puis à un moment donné, moi je sais que mon premier ordinateur, pendant longtemps, j'avais pas les moyens de m'acheter une machine, et je me faisais prêter les machines d'un imprimeur à Cré, là où j'habite, et qui me prêtait ses machines pendant que son entreprise était fermée, donc la nuit. Lui, donc c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, mais ça l'arrangeait bien aussi d'avoir un gardien de nuit gratuit. Parce que tu étais sur place. Voilà, donc j'ai commencé mes premières grosses commandes, je les ai fait la nuit dans son imprimerie. D'accord. Et puis, en fait, c'est comme une forme de croyance et d'espérance où tu pousses quelque chose que tu sens venir, et puis à un moment donné, tu as une vraie grosse commande qui arrive où tu peux t'acheter une machine. Donc c'est pas un plan de carrière, c'est saisir les choses quand elles sont là, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut parler peut-être de votre collaboration ? Comment ça se passe du coup ? Comment vous répartissez les choses ? Est-ce qu'il y a des boulots qui sont vraiment très individuels, ou au contraire tout le monde participe pour un ? Comment vous partagez ça ? Il y a eu un peu différentes époques. Au début, où Arnaud et moi travaillions vraiment qu'à deux, il y avait beaucoup de boulots qui étaient chacun avait ses commandes, et à la fois on partageait certaines créations. Après, il y a eu avec l'arrivée de Loris des créations que vous avez faites tous les deux, et à la fois toujours garder chacun ses. Mais c'est arrivé aussi à un moment où toi, tu as fait plus de musique. Oui, mais c'est pour ça. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments par rapport à En fait, vu que chacun un peu c'est comment dire. Précaré.
Oui, enfin, il y a des choses qui arrivent par moi, les connexions que je vais avoir, d'autres Arnaud, etc. Et du coup, des choses qui se font assez naturellement. Tiens, une personne m'appelle moi, et c'est comme ça que ça se fait. Aujourd'hui, mon expertise est plutôt sur la musique, parce que je me suis recentré là-dessus, après avoir beaucoup travaillé justement avec Arnaud sur les questions de théâtre. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de couper parce que ça me prenait beaucoup de temps et c'était très satisfaisant d'un point de vue du métier. Mais sauf que j'avais quand même toujours cette envie de musique à côté, donc j'ai quand même pris le temps d'aller au bout de ça. Et du coup, j'ai pris du recul par rapport au graphisme pendant 2-3 ans et j'y suis revenu. Donc aujourd'hui, je partage vraiment mon temps entre les deux pratiques et en faisant le choix de ne plus que travailler sur certaines créations, mais surtout que sur les pochettes de disques. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui redéfinit ça fait le tri déjà assez naturellement. Mais moi, par exemple, quand j'ai voulu... Marceau m'avait donné votre site web en disant « Ah, bah tiens, ce serait bien de les inviter. » Et donc, je suis allé sur votre site. Puis j'ai vraiment regardé les noms et puis j'ai trouvé le premier 06 que j'ai trouvé, j'ai appelé tout de suite pour savoir. Comment ça se passe quand un client veut vous contacter? Vous l'orientez vers vos portfolios individuels ou au contraire vous avez un portfolio de... On n'a pas de portfolio individuel, hein. On a le site sur lequel tu es allé. On a un mail commun qui renvoie nos 3 mails chacun. Après, les téléphones, c'est vrai que c'est un choix qui peut être fait. Il n'y a pas de secret particulier. Il est arrivé qu'on essaie d'appeler Loris qui ne pouvait pas répondre pour X raisons, ça finit ce mois ou sur Arnaud. D'accord. Ouais, il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il y a des zones de facilité ou de préférence qu'ont chacun. Moi, je sais que ça ne me dérange pas d'être en négociation avec le commanditaire, peut-être plus que Loris à des endroits. J'ai plus d'expérience sur le devisage, par exemple. Donc souvent, la partie devis, ça passe par moi. Parce que ça fait une trentaine d'années que j'en fais maintenant, donc j'arrive à... Et puis en même temps, il y a plein de moments où on se débrouille tout seul. Rémi, par exemple, il a une meilleure expertise sur les devis en musique. Et moi, j'aurais une bonne expertise sur les devis plus institutionnels, on va dire. Quand on appelle le collectif, on appelle le collectif. Voilà. Et de toute façon, en fait, l'idée c'est un collectif studio, certains disent agence. En vrai, tous les mots sont bons et pas bons à la fois. Enfin, tout convient, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, ce qu'on dit par rapport à ce Brest, c'est que c'est une signature commune. En fait. Chacun, moi, tout ce que je fais, c'est Brest. Tout ce qu'Arnaud fait, c'est Brest. Tout ce que Loris fait, c'est Brest. Et à la fois, il y a plein de projets qu'on fait en commun aussi. Il y a des créations pour des théâtres, des festivals, différentes choses sur lesquelles on se partage les fichiers, on s'envoie les sources. Tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? On peut vraiment faire des projets à 6 mains. C'est-à-dire qu'il y en a un qui lance, on appelle ça lancer les hostilités, donc qui fait un fichier avec 70 pages d'essai et qui l'envoie aux copains. Et puis, on fait des rebonds. Et en fait... tout ça dénué de toute notion d'ego, en fait, parce qu'a priori, il n'y a pas de souffrance. Mais d'envoyer aux copains, c'est quand même déjà une première validation, en fait. Ah ouais. C'est stressant. C'est super stressant. En fait, c'est le plus difficile de faire quand on est seul avec un client, c'est de se dire à un moment donné, ok, ça c'est suffisamment solide, soit j'envoie 115 versions parce que je suis pas sûr, soit j'envoie un truc, mais j'espère que ça va leur plaire. C'est cette étape-là qui est toujours la plus difficile. Ouvrir après, quand l'échange est élaboré, ça leur plaît pas, on discute. Mais c'est ce premier geste, et c'est vrai que le fait de travailler en commun sans être dans la même pièce, parce qu'on a chacun Arnaud est dans la Drôme, Loris est à Paris, moi je suis à Montreuil, Vincennes, entre les deux. Et donc, on est à la fois proches, on se voit souvent, mais il y a quand même le geste d'envoyer, dire tiens, ils vont découvrir quelque chose sur lequel j'ai bossé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, peu importe. Et ça fait un petit accélérateur de particules. Envoyer le mail déjà révèle des choses, et après les retours en révèlent encore d'autres. Donc c'est toujours intéressant ça aussi. Donc on se fait un petit dossier de présentation, comme pour qu'on envoie au commanditaire des fois. C'est ça, c'est le premier commanditaire en fait. Voilà, Et donc il n'y a aucun boulot qui ne sont pas signés Brest, mais qui seraient signés que Yoris ou que Arnaud, etc. Non, alors moi j'ai une pratique du dessin typo aussi que je signe toujours en mon nom en tant que créateur, mais en fait c'est quelque chose qui va aussi évoluer dans un futur très très proche et qu'on va essayer de combiner à la maison Brest, j'ai envie de dire. Donc c'est pareil, toujours dans cette dimension de collectif et de
finalement utiliser les forces de chacun et de laisser un peu l'ego de côté pour servir ce qu'on est en train de créer et l'aventure qu'on vit aussi tous les trois, quoi. Donc c'est mais après, c'est une question qui reste qu'on se pose souvent sur autant sur les boulots de tout signer Brest, il n'y a pas sans distinction particulière, ça me semble tout à fait logique. Ça, c'est des commandes et il n'y a pas de problème. Autant, c'est surtout sur les questions de quand il nous arrive de faire des créations hors commande, de visuels, d'images, de collages ou autre. Là, la question de la signature et du nom associé à Brest, c'est quelque chose dont on a parlé quelques fois et que je trouve que ça pourrait être important de le témoigner à cet endroit-là précis, qui n'est pas le même boulot de commande. Mais c'est des questions qui sont levées et qu'on répond par moment en mettant un nom, puis des fois non. Donc c'est pas tout à fait non plus très, très fixé. Mais puis je sais qu'à un moment donné, Rémi, il y avait un échange là-dessus. Tu disais, voilà, j'apprécierais que telle partie, tel collage, soit associé à mon nom et à Brest. Est-ce que ça pose un problème? Puis avec le ils se sont dit, ben non, enfin, il n'y a aucun problème. En fait, il y a différentes. Je sais qu'il y avait un site d'un collectif russe qui s'appelle Austin Group, c'est merveilleux. Qui avait un site et qui était pour le coup plutôt une forme d'archive où il y avait c'était un collectif avec des graphistes qui sont passés avec des périodes définies, certains qui sont partis en 2013, certains en 2015, etc. Et en fait, je trouvais à un moment ça m'avait chatouillé un petit peu cette question-là. Et je trouvais ça intéressant aussi. Il y avait vraiment chaque type d'affiche, parce que là c'était vraiment affiche de théâtre, qui était associé à ces auteurs, et à la fois on voyait très très bien pourquoi il y avait un collectif en termes d'unité, de dynamique, il y avait sûrement des échanges où je sais pas quel type de choses qui faisaient qu'à un moment donné c'était cohérent dans un ensemble, mais j'aimais bien le fait que ça puisse être associé par période, et voilà. Donc c'est des choses qui nous interrogent. Voilà. Mais voilà, c'est des choses, c'est intéressant parce que en discutant là, j'ai l'impression qu'il y a Brest, il y a quelque chose qui est comment dire, il y a un mouvement qui est engagé par la force des choses assez naturelles, et après il y a les choses qu'on projette et auxquelles on réfléchit particulièrement en ce moment, en fait, de mieux dessiner un projet qui nous correspondrait maintenant qu'on a quand même une expérience de quelques années, une petite quinzaine d'années, quoi. Et d'être un peu plus précis dans nos envies, en fait. Et c'est comme si tout d'un coup, aujourd'hui, on avait envie de dessiner un projet qu'on n'avait pas vraiment dessiné encore. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Dans l'idée. Tout à fait. Justement, dans la collaboration, donc il y a des gens à Paris, il y en a un à Cré. Est-ce que c'est utile qu'il y ait des gens à Paris pour le boulot, ou en fait vous pourriez être partout ailleurs? Est-ce que la centralisation ça a un impact sur vous ou pas? J'ai l'impression que pas tant, en fait. Non, moi j'ai envie de répondre non aussi. Ouais. C'est bon, avec Rémi on n'est pas arrivé à Paris au même moment, mais moi je suis arrivé un petit peu plus tard. Mais en tout cas, alors en fait s'il fallait compter le nombre de projets qu'on a eu ici et le nombre de temps passé hors de Paris, peut-être voilà, ça se compte sur les doigts de... Ça facilite un peu certains trucs pour des rencontres, des choses comme ça, mais... Et puis on pourrait le faire à distance, enfin voilà, à chaque fois qu'on a un boulot ici, en tout cas, Arnaud se déplace ou peu importe, on se déplace un peu partout. En tout cas, le réseau qu'on a développé, il n'est pas relié à Paris, il est relié... Alors, il y a un réseau qui s'est développé on va dire, dans les scènes nationales, le réseau des théâtres, donc voilà, qui est à l'échelle nationale, on va dire. En musique, je me rends pas compte. Je saurais pas dire si le fait de centraliser sur Paris. Moi, c'est la nuance que j'allais apporter. Je pense que le fait d'avoir été un peu plus impliqué dans mon parcours de musicien, je sais que ça a aidé d'être à Paris, mais par rapport à mon parcours de musicien. Mais le fait d'être musicien m'a fait rencontrer des gens dans des labels, etc. Donc, de façon un peu indirecte, oui, mais uniquement par rapport à la musique, par rapport au théâtre, ce que tu dis. Je crois pas que ce soit indispensable. Après, on n'est pas non plus hyper présent dans tout ce qui est vernissage, rendez-vous de ce genre-là, lancement d'expo ou quoi. Mais en fait, je sais même pas, pour en discuter avec les copains qu'il y a autour, mais si ça apporte réellement quelque chose aujourd'hui, donner une carte de visite papier aujourd'hui avec les réseaux et tout ça. Enfin, en tout cas, les moyens de communiquer, de se présenter, de présenter son travail autrement que d'être en présentiel quelque part de manière vraiment presque insistée, quoi. Mais
Mais peut-être que chez nous aussi, que pour certains commanditaires, de savoir qu'il y en a qui sont sur Paris, ça les rassure. Je sais pas trop. Mais tu vois, là, je pense que c'est ce que racontait un peu My Name is Wendy. Qu'on avait interviewé aussi, qui elles sont donc deux femmes à Valence, je crois. Ouais, c'est dans et voilà, et sur leur site c'est My Name is Wendy Paris, et donc elles ont masqué la Drôme. Ça disait quelque part, mais je pense que ça dépend aussi de la typologie de clients, etc., de contacts. Si vous, c'est sûr que vous êtes reconnu et installé dans un circuit autour des scènes nationales, etc., bon, c'est peut-être moins. Quand on s'appelle Brest. Et puis tout le monde pense qu'on est. Tout le monde pense qu'on est de Brest. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as des commandes, peut-être dans des secteurs plus commerciaux, etc., je pense que la signature Paris rassure de manière. Juste ou pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, que ça veut dire, bon, ok. Ils doivent être à côté de nous, si on veut les rencontrer, c'est vite fait, alors que... Ça peut jouer, ouais. Après, c'est vrai que si on pense d'un point de vue strict de commanditaire parisien, à l'échelle de 15 ans d'activité, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ouais, donc, après, c'est sûr que ça a facilité certains boulots. Enfin, voilà, on se déplace beaucoup plus facilement quand on est sur place et... Voilà, quand on a travaillé pour les Arts Déco ou la Philharmonie récemment, c'est plus simple. Mais en fait, je sais pas si on a eu aussi ces boulots et on nous a contactés parce que on était parisiens, mais je crois plutôt par le réseau ou des choses qu'ils avaient vues de nous, en tout cas. Ouais, par le background en fait. Quand on pose la question, ça reste plutôt vague et c'est voilà des boulots qu'ils ont vus. Donc après, c'est sûr que ça facilite les choses d'être là, mais tout n'est pas défini par ça, je crois. Aujourd'hui, vous vivez 100% du graphisme. Oui. Vous n'avez pas de travail secondaire. Personne n'est dans l'enseignement. Moi, j'ai une pratique musicien, donc j'ai un double métier, mais c'est. T'as des revenus aussi associés à cette pratique-là, ouais. Mais c'est pas le cas de où vous vivez à 100% de ce que dégage l'activité Oui, de ce qu'il y a autour, quoi. Donc c'est vrai qu'il peut nous arriver de faire des jurys ou des workshops, par exemple. Donc je sais pas si on peut mettre ça dans le cadre de l'enseignement, mais parce que c'est plus des interventions ponctuelles comme ça. Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est différent. Moi, je vis que du graphisme. Oui. Je vis plus que ça. Oui. Loris, donc toi, tu le cumules avec des workshops. Ouais, voilà. Des jurys, des workshops. Ouais. Et toi, Rémi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas à quelle échelle, parce qu'à un moment donné, tu as fait surtout de la musique. Oui, il y a eu clairement 3-4 ans de, on va dire, 80% de musique et 20% de graphisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette période-là, je me suis vraiment recentré, moi, sur la pratique des pochettes de disques, je disais, que je faisais beaucoup pour Objet Disque, qui est le label que j'ai monté. Et donc, ça, pour le coup, c'était de l'investissement personnel. J'avais pas de revenus liés à ça. Je me payais pas là-dessus. Mais ça a, par contre, complètement réaxé mon travail. Et du coup, le travail de pochette de disque était visible. Et donc, ça a généré des commandes par la suite après. D'accord. Qui sont spécifiquement sur la pratique que j'ai de pochette de disque. Ça, c'est une question qui m'amuse et qui m'intéresse. La part de boulot qui est effectivement payé, qui est effectivement issu d'une commande. Est-ce que tous les boulots qu'on peut voir chez vous sont issus d'une commande ou est-ce qu'on a d'autres, comme tu viens de le dire pour les pochettes, qui au début étaient des gestes parce que tu avais envie de faire exister le truc et après, une fois que ça existe, forcément, ça amène peut-être des commandes. Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de... c'est une grosse majorité quand même des commandes. Voilà, on peut dire ça, ouais, mais... En fait, je crois que tous les boulots qui sont pas de la commande sont sur objet livre. Mais c'est de l'ordre de la création, de hors geste, commande, en fait, du geste, oui. Plutôt artistique, mais... Après, il peut y avoir des très grosses différences de budget entre certaines commandes, parce que on peut apprécier aussi de répondre à des gros projets institutionnels type théâtre, scène nationale, et puis répondre aussi à des toutes petites structures qu'on des fois à peine de quoi payer, voire pas du tout. Et donc il peut se trouver au milieu de notre site des choses qu'on a fait de manière bénévole, impliquées en fait. Et c'est aussi c'est parce qu'on a un rapport, on pourrait dire engagé dans ce qu'on fait à l'endroit de voilà. C'est un choix. Travailler dans le culturel, ça fait sens. Travailler pour les gens qu'on aime bien dans la création, ça fait sens. Et alors on travaille très peu dans le domaine privé.
Si on regarde dans le domaine privé, ça va être pour des architectes, pour du vin et de la bière. D'accord. C'est un projet. En gros. Ok. Et le vin et de la bière, je vous dis pas en quoi on est payé, mais voilà. Mais c'est pas mal. Mais justement, tiens, d'où vient le travail? Comment on vous contacte? Vous dites les scènes nationales, mais par exemple la Philharmonie, ça se passe comment? Ils viennent vers vous. Ils viennent vers vous comment? Philharmonie. Comme tu es venu vers nous, je crois. D'accord, ok, très bien. Mais après, de comment ça s'est fait, par qui, comment, je saurais pas te dire là maintenant. Si, la Philharmonie, moi je sais. C'est ah oui, bien sûr, en fait, c'est pour le projet d'une compagnie qui s'appelle Adrien M et Claire B, oui, avec qui on collabore, avec qui on a fait un projet Covid avec de réalité augmentée, et ça joue encore en ce moment d'ailleurs à côté de la Philharmonie, c'est Cité de la musique. Cité de la musique. Donc, il y avait besoin d'une signalétique et c'est passé par eux, en fait. D'accord. Mais est-ce que vous faites de la prospection? Est-ce que vous envoyez des mails? Est-ce que vous dites... Enfin, est-ce que le travail arrive toujours de manière régulière? Il n'y a pas un moment où vous flippez? Comment? Dites-nous. Si, il y a des moments il y a des creux, des vagues. tiens. J'aime bien ça. En fait, c'est souvent... c'est globalement plutôt tendu tout le temps. Ouais. Mais du coup, quand c'est un peu moins tendu, on dit tiens, c'était. Mais en fait, on se pose surtout la question de la rémunération, c'est-à-dire par rapport à la somme de travail qu'on fournit et par rapport à cette espèce de tension permanente, on dit tiens, si dès qu'il y a un petit peu moins de boulot, on s'inquiète, c'est qu'il y a une raison, parce qu'on pourrait très bien vivre, tu dire pourrais tiens, avoir un stock et te dire voilà. c'est bon, en fait, je peux tenir. Non, ça reste 6 assez mois précaire tranquille, dans le sens où il faut que ce soit tendu pour que ça tienne. Si c'est pas tendu, on s'inquiète en fait parce qu'il n'y a pas assez de revenus. Donc mais c'est là où je pense que c'est aussi un choix de travailler dans le monde de la culture, qui est quand même un milieu qui est pas hyper rémunérateur. Oui, qui se porte pas hyper bien, qui est pas rémunérateur par rapport à d'autres secteurs, effectivement. Oui, c'est ça. Donc on sait ce que ça implique de s'engager sur ce type de projet aussi. Peut-être un petit mot sur la plateforme Chorus, peut-être, non? Non. Moi, je l'évite. Je me fais salarier dès que je peux. Très bien. Ah oui, Chorus. Je ne sais même pas de quoi tu parlais, mais oui, ok. Chorus Pro. C'est rare qu'on doive passer par là. Très bien. Pas plus tard que ce matin, j'ai échappé comme ça. Ouais, bien joué. Bravo. Est-ce qu'il y a des clients que vous refusez? Oui, ça nous est arrivé. Ouais, c'est qui? Enfin, c'est quelle typologie de client, pardon? Dernièrement, on a été démarché par un designer orienté déco d'intérieur, en fait, une boîte de déco d'intérieur qui crée des objets qu'il inclut dans ses projets de déco intérieur et qui voulait marquer, en fait, lancer une marque, en fait. Et donc le gars était plutôt sympa, mais on trouvait que c'était moche, donc on a dit non. Fort bien. Mais il n'y a jamais des demandes qui apparaissent et tu te dis, mais en fait, des fois, il y a des ils n'ont pas regardé ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Pourquoi ils nous contactent? Si, donc je lui ai demandé pourquoi il nous contactait. Il dit, j'adore ce que vous faites. Donc, mais après, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pardon, quoi. Je dis, ça devient vexant. Si vous détestez qui dit j'adore ce que vous faites, c'est... Oui, ça pose question. Non, mais t'as raison, ça m'a empêché de dormir. C'est la question de la légitimité, à quel endroit ils nous placent, est-ce qu'ils projettent. Et après, il y a aussi souvent les questions des gens bien visuels, la question de la reproduction. On vous aime bien pour ça, on voudrait que vous fassiez ça. Et nous, en fait, ce qu'on essaie aussi dans notre pratique, c'est pas toujours faire la même chose. Donc, c'est des petits moments de tension. Tiens, vous avez mis ça là. Enfin, il y a un peu toujours ce genre de questions-là. Mais c'est le rôle, je pense que c'est le rôle le plus difficile à tenir quand t'es graphiste indépendant et que tu travailles sur commande, c'est de garder la tête froide dans des situations qui sont systématiquement irrationnelles, parce que c'est un rapport d'aimer et pas aimer, et donc tu vas présenter quelque chose à quelqu'un qui attend, tu vas quand même concevoir l'image du projet de quelqu'un. C'est quelque chose d'assez intrusif d'une certaine manière, mais on vient nous chercher pour ça. Et au moment où cette personne voit ce que tu as produit, il faut que ça lui fasse quelque chose. Et si ça lui...
il faut qu'il rentre il faut que ça lui plaise en fait. Après, donc ce qui peut aussi nous mettre à distance d'une commande au point de la refuser, c'est la question du brief. Il y a des briefs qui sont parfois terrorisants et généralement moins il y a de briefs, plus on peut trouver une place. Nous, il y a un peu une culture quand même du brief un peu serré avec des mots-clés, des choses. C'est l'affiche, c'est le brief, il faut imprimer ça en fait, il faut rien faire d'autre. Donc on se méfie un peu de ça. Mais la question du brief, c'est très intéressant parce que dans le domaine des théâtres, les briefs, on pourrait quasiment tous les calquer en fait. C'est absolument tous les mêmes, c'est toujours les mêmes mots-clés. Donc à nous de nous débrouiller avec ça. Mais ceci dit, c'est intéressant de se rendre compte que c'est toujours les mêmes. Ça veut dire que c'est pas là où ça se passe en fait. Il faut créer un événement suffisant pour les gens. Il faut le ressentir, donc c'est vachement intuitif. Non mais oui, ça se passe à l'endroit de la rencontre aussi avec eux, donc c'est vrai que moi j'ai le souvenir d'une grande marque de bière qu'on va pas citer là peut-être, mais qui nous avait contacté pour faire une campagne d'étiquette, mais que j'ai eu la personne au téléphone, alors du pôle commercial de cette marque, je sais pas, qui semblait totalement découvrir notre travail, alors soit, mais en tout cas c'est une grande responsabilité que de faire une campagne aussi conséquente pour quelqu'un qui connaît pas du tout le travail, et je crois qu'il même nous aller nous diriger vers quelque chose qu'on pourrait même pas maîtriser en fait, et du coup les discussions ne fonctionnent pas déjà à cet endroit-là, donc c'est difficile de projeter quelque chose après une traduction en images quoi de ça. Donc oui, de se sentir désiré, en confiance et tout ça, quoi. Bah oui, de discuter. En fait, on parle souvent de collaboration avec nos commanditaires, mais parce que ça se passe aussi là, de discuter, d'avoir un langage un peu commun et d'être vraiment dans l'échange et de créer et de pouvoir avec se faire eux confiance en fait. du coup. Voilà. Donc, mais c'est vraiment, c'est un sujet extrêmement vaste parce que il se passe jamais les mêmes choses en fait. Oui. Et donc, c'est effectivement à chaque fois c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre, parce qu'on répond aussi à des consultations qui sont des concours. Ça, c'est un truc hyper difficile à gérer pour nous. Parce que, comment ça se passe on se dit, on va s'amuser à faire un truc. Vous y allez de votre côté, en mode, de toute façon, on fait ce qu'on a envie de faire. Parce que des fois, il n'y a même pas possibilité de rencontrer les gens, parce que c'est pas prévu dans le protocole. Après, ce sont des concours pour lesquels on nous sollicite. C'est pas des, ce sont pas des appels à projets ou des appels d'offres X qu'on reçoit. Oui, t'es déjà dans une shortlist. Avec une shortlist, voilà. Ouais. Donc c'est quand même dans un cadre qui est malgré tout plutôt confortable, où il y a des questions d'économie aussi qui sont négociées au départ. Mais malgré tout, c'est très frustrant parce que l'étape où ça commence, c'est le moment où on nous dit non, en fait. C'est le premier projet envoyé. Là, on devrait commencer une discussion. Ouais, bien sûr. Et au moment où on dit, en fait, non, on va travailler avec d'autres. Et moi, je sais que ça a été le sujet d'une réflexion à une époque, de me dire je veux être artiste, je veux être plasticien. Et en fait, je me suis rendu assez vite compte que la contrainte, j'avais besoin de contraintes. C'est pour ça que je suis devenu graphiste. C'est la question d'une vie. Ouais. Et ça peut sembler pas sexy du tout, le cahier des charges, mais je trouve que en fait, c'est une base sur laquelle tu viens coller ta pâte à modeler. C'est un premier cadre qui fait prétexte à d'autres choses. Ouais. Et ça me fait kiffer, en fait. Comment vous gérez ou vous arbitrez la concordance entre justement ce que vous avez envie de développer et d'affirmer comme écriture au fur et à mesure des projets et les recadrements, les contraintes des clients, les j'aime pas. Comment vous naviguez là-dedans? C'est assez intuitif, je crois. Hyper intuitif et empirique en fait. Ouais. Il y a quelque chose qui permet d'être assez. Enfin, moi je trouve que rétrospectivement, le site notamment, c'est un bon témoignage, et je tiens vachement à l'idée d'archives, qui est quand même quelque chose d'assez complet, qui remonte à assez loin. Et enfin, moi globalement, je suis quand même plutôt fier de tout ce qu'on montre et tout ce qu'on a fait sur pas mal d'années. Et je trouve que ce regard rétrospectif permet de se dire tiens, finalement, tel truc qui était tellement chiant quand on l'a fait, c'était le 4e projet qui a abouti, et en fait on en a 3 qui étaient mortels avant, qui sont pas passés, qui sont morts en fait, et au final le 4e projet, il se trouve que 10 ans après on le regarde, il est bien. Alors il y a d'autres trucs qui vieillissent moins bien, mais il y a quand même un regard rétrospectif qui vient un petit peu atténuer les moments de tension, parce qu'il y a quand même des
histoires toujours chiantes au milieu, quoi. Ouais. De non, et on comprend pas pourquoi, et alors que c'est évident que c'est ça qu'il faut pousser. Ouais, autant un projet complexe, on peut à un moment donné sentir qu'on est passé à côté du bon projet. Mais il y a des fois où ça nous a aussi obligé à sortir un truc où on a poussé le curseur un peu plus loin et après coup, regarder avec du recul, se dire en fait c'est bien qu'on soit allé aussi loin en fait et qu'on ait un peu ramé. Donc c'est difficile de faire un bilan objectif là-dessus parce que j'ai l'impression que râler en tout cas est un peu nécessaire au processus. À un moment donné, on n'est pas content du truc. Et je crois qu'en chier, il y a besoin à un moment donné il faut que ça fasse un peu mal quand ça sort, je crois quand même. Ouais. Quand c'est trop facile. En 10 minutes. Hein, oui, aussi, oui, hein. oui. Donc les projets qui, en général, j'ai quand même une théorie là-dessus, c'est les projets qui sortent en 10 minutes, c'est quand on est bien chaud, bien entraîné. Oui, qu'on a bouillonné. Parce qu'on est aussi des fois à des périodes mode machine de guerre parce qu'on a beaucoup de boulot et là on va vite en fait. Et puis d'autres moments on est un peu plus dépressif, donc c'est un peu plus dur. Ça c'est à l'automne. Bon, en tout cas entre nous, c'est assez intuitif et je crois que c'est aussi parce qu'on se fait beaucoup confiance, quoi. Donc. Et puis voilà, le mine de rien, le collectif, ça porte énormément. Bah, moi, je sais que les moments où je me sens faiblir et que j'en vois des choses faibles, je sens beaucoup de soutien derrière. Le regard de il faut un peu de pitié. La vie de l'autre. Non. Pas cette fois. Est-ce que vous pouvez nous dire la pire chose qu'un commanditaire vous ait dit? Le pire retour d'un client, c'est quoi? Alors, C'est moche. Retour. C'est moche. C'est moche comme ça sans. Vous pouvez faire quelque chose de sans contexte. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus festif? Ça revient très souvent. Ça, oui, ça c'est récurrent. Ça, c'est le pire en fait. C'est le mot et qui revient dans tous les briefs. Le festif, il est quand même assez présent, mais je comprends de la part d'un théâtre. Mais il n'y a pas une histoire une fois qui est passée qui a dit c'est morbide? Oui, c'est quoi cette histoire? Ouais. C'est quelque chose que vous m'avez raconté. Je pense que c'est le pire retour. Ouais. Ça, c'est trash. On avait répondu à un appel à projet où justement on s'était vachement coincé, contraint, et on avait fait un projet qui était moche, hein, après coup. Mais de là, complètement désinspiré par la contrainte en fait. Et en fait, la directrice de ce théâtre, je me rappelle plus, je saurais plus dire quel théâtre, avait regardé le truc en disant mais c'est morbide. Et c'était terrible comme retour. Et c'était donc un non. Et du coup, ça s'est passé comment après, une fois que vous avez fait votre travail très peu festif et morbide? Vous reprenez la copie, vous lui jetez l'ordinateur. Non, mais c'était un concours, donc on avait perdu. Ouais. Ah merde, ah ouais, d'accord. Ouais, bah non, mais c'est bien en fait. C'est assez concluant. Voilà. Et après, des retours super négatifs à la première phase de projet, c'est arrivé, hein, mais on s'en est remis, on s'en rappelle même plus de temps en fait. Non, il y a des choses assez drôles. Mais il y a des fois, on entend des choses qui sont assez incroyables à entendre parce que ça va toucher à quelque chose de passionnel en fait. Le rapport à l'image, il est hyper fort. Et puis encore une fois, on vient donner l'image à un projet que voilà, les gens ils sont à 200% dedans. Les théâtres ils bossent comme des dingues et donc c'est un rapport passionnel. Donc il peut y avoir des dérapages des fois passionnels un peu fous et nous on a intérêt à avoir quand même pas mal d'humilité dans certaines situations quoi. Et puis des capacités de rebond aussi pas négligeables. Puis du coup, j'imagine qu'avec l'expérience, vous avez peut-être aussi développé un argumentaire ou en tout cas des contre-offensives qui permettent de contextualiser la proposition que vous faites et d'expliquer pourquoi elle peut trouver tout à fait sa place et trouver son public, donc, etc. Parce que c'est aussi un gros boulot, ça. Voilà, quand on est sûr de notre coup, il faut qu'on soit convaincant. Ouais. En fait, on fait ça quand je crois qu'on est tous les trois convaincus que c'est la piste à là on y va, là pousser. Là on peut insister fort et voire jusqu'à aller à la rupture si nécessaire quand si on est vraiment sûr. Mais on est quand même des gens qui doutons. En fait, le doute, j'appelle ça le doute positif, c'est-à-dire que c'est le doute de se dire peut-être que j'ai pas raison. Donc ça mérite de se poser des questions du retour que j'ai. Est-ce que j'ai des gens qui écoutons quoi surtout. Oui. Est-ce que je suis juste? C'est la place à l'autre. Qu'est-ce qui est juste en fait? Donc des fois on a un peu l'impression d'être des psychologues aussi dans nos boulots.
Mais justement, est-ce qu'il y a des fois où tu identifies dans le retour, dans l'échange pour un projet, un moment où tu dis bon bah je vois à peu près du coup ce qu'il faudrait faire, sauf que ça, j'ai pas envie de le faire, quoi. Si je fais ça, ça fera pas partie de l'écriture Brest, ça fera pas partie de nous. Donc oui, j'ai bien compris ce que vous vouliez. Je vois bien comment amender nos propositions pour aller dans votre sens, mais si je fais ça, en fait, je crois plus. Et je défends plus ma ligne éditoriale. Donc on va le penser ça et on va présenter autre chose en fait. On va contourner le truc. Ouais. Et des fois, on peut avoir des manières tactiques aussi de présenter des choses pour éliminatoires pour faire valider autre chose. Donc c'est assez drôle. Ça fait développer aussi un certain sens de l'humour, je dirais, à des moments nécessaires. Pour autant, il n'y a pas de stratégie. Enfin, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de recette, quoi. Pas de recette. Quand on se dit on va envoyer 2 projets, mais en fait c'est le projet 1 sur lequel on l'a bossé, et on va envoyer le 2 pour faire valoir parce qu'il nous tanne avec ça. Il y a toujours le risque qu'en fait ils veuillent le 2. Et ça arrive parce que les goûts sont pas les mêmes chez les autres. Et il dit merde, c'est celui qui est pas bien. Donc, qui est pas bien à l'échelle de nos choix, quoi. Et si ça arrive on le met pas sur le site. Donc ça existe, ça. Bien sûr, oui. Des fois il y a des ratés, il y a des projets qu'on voit pas sur le site, en fait. On les rend invisibles, on les crame, on les fait disparaître. L'idée, c'est quand même de tomber d'accord tous ensemble, alors entre nous, mais aussi, c'est là où on reparle de la collaboration. C'est de trouver un accord graphique collaboratif, peu importe. Parce qu'en fait, sinon, c'est aller jusqu'au moment où on va pas signer le travail. Mais ça, on le fait jamais. Enfin, je veux dire, il y a toujours un moment donné. Enfin, moi, je sais que même si le chèque est gros et que vous êtes en période de stress. On a que des petits chèques. Les chèques, ça n'existe plus. On peut y penser, mais on n'a jamais pas signé. On a cru le faire, mais on a toujours signé. En tout cas, on a clairement des pistes aussi qui sont remises en question, pistes de travail avec des commanditaires avec qui on travaille sur le long terme actuellement. Donc après, on se remet aussi en question tous ensemble avec eux, avec l'équipe, pour discuter de tout ça. Mais il peut y avoir des accrochages, mais qui sont toujours dans la discussion et en effet l'écoute de l'autre. Donc après, ce qui est important, et ça, tout le monde n'est pas réceptif à ça, mais c'est dès le départ d'arriver à bien poser le fait que ce sont des gens qui commandent pas à une agence de publicité, mais qui vont faire à des auteurs. Donc il y a cette question-là. À partir du moment où la place est à peu près identifiée, ça n'empêche pas qu'il y ait des choses qui peuvent ne pas plaire et que derrière, mais je trouve que ça met une petite marge d'ajustement qui est quand même importante. Puis on a un rôle à jouer là-dedans aussi, à des moments d'être un peu garde-fou, d'avoir les mots justes pour que tout ça se passe dans une situation de respect en fait mutuel. J'aimerais bien parler de l'environnement créatif et des copies, des travaux similaires, des choses comme ça. Est-ce que vous faites une veille pour voir ce qui se passe un petit peu, ou est-ce qu'au contraire vous essayez de pas trop regarder ce que font les autres artistes autour de vous? Comment vous faites ça? Est-ce que vous craignez la copie? Est-ce que la copie que vous feriez peut-être, ou que des gens peut-être se seraient trop inspirés de votre travail. Comment vous situez par rapport à ça? Chacun, on est, je crois, des gros amateurs d'images. Moi, je me nourris beaucoup. On se nourrit tous beaucoup d'images en voyant des trucs qui soient récents, pas récents, mais en gros, voilà. Donc, il y a forcément des choses qui se digèrent de telle ou telle façon, des choses qui ressortent aussi. Sur la copie, il y a je sais qu'il y a eu plusieurs moments où il y a encore pas très longtemps, on se posait la question sur un visuel un boulot qui est sorti de je sais pas quel collectif pour un lieu qui ressemble très très fort à un boulot d'une commande qu'on a faite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on fait coucou au graphiste en leur disant bon, vous n'avez pas pu passer à côté de ce qu'on a fait, quelle est la bonne démarche à ce moment-là? On n'a pas toujours les réponses. Vous avez fait quoi? Là, on n'allait rien du tout, en l'occurrence. Mais il y a eu d'autres moments où on avait fait il y avait, notamment à Lille, il y avait un truc vraiment, un scan littéral de ce qu'on avait fait. Et là, c'était allé un peu plus loin. J'avais appelé un avocat de la Maison des Artistes, et ça avait été juste des coups de fil, et il n'y avait pas eu de procédure derrière, mais c'était juste pour... la personne était prof, en plus, il avait fait des boulots, il avait copié des notes, il n'y avait rien calé, quoi. Et donc bon, ça peut aller assez loin. J'y suis pour rien. J'ai pas reçu d'appel d'avocat, donc a priori, c'est pas moi. Et pour l'anecdote, c'est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui avait fait... Donc c'est un théâtre, hein. Oui, c'était qui avait fait 3 projets, donc
le projet qu'il aurait voulu qui passe, un deuxième et un troisième. Il s'était inspiré d'un boulot à nous. Et il se trouve que celui qui a été choisi, c'est le troisième, donc plus qu'inspiré par notre boulot. Et donc il s'est retrouvé dans une situation coincée et où il a essayé de modifier le truc, mais non. Et en fait, le théâtre l'a ramené sur ce qu'il avait présenté en premier lieu, et en fait, il a lâché le truc. Et donc il s'est retrouvé c'est un peu l'absurdité avec un visuel qui était le nôtre, qu'il avait présenté comme contre-projet en fait. Présenter plusieurs projets, il faudrait que ce soit payé 3 fois. À sa place. Il pleurait au téléphone. Mais tu m'étonnes, c'est l'horreur. Ouais. Donc, au final, on n'avait pas été relou, mais on les avait juste demandé d'arrêter. Parce que c'était une série avec, je sais plus, c'était tous les mois, tous les trimestres, donc ils avaient changé la ligne le mois suivant, et on s'était entendu comme ça, mais c'est des problèmes. Alors après, à l'inverse, nous, est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait eu des boulots qui soient un peu ambigus avec des trucs qui existaient? J'ai pas un souvenir précis de trucs. En tout cas, on fait une veille, peut-être pas active là-dessus, mais c'est délicat dans le sens où, par exemple, la typographie, quoi. Il y a plein de typos que nombreux de nos confrères utilisent tout comme nous, et on se rejoint et on a des affinités communes et tout. Donc après, quand il y a un boulot qui est fort et qui est reconnaissable de par l'utilisation de la typo, et qu'on utilise les mêmes typos, bon, c'est comment on se détache de ça aussi. Et donc, je sais qu'on fait une veille par rapport à ça, de pas trop s'approcher aussi et puis du travail des autres. On fait une veille entre nous aussi, parce que dans des étapes de recherche, et où il peut y avoir des moments un peu paniques, où voilà, il faut trouver. En fait, il y a on se retrouve des fois dans des situations où on doit pas chercher, on doit trouver en fait, parce que il faut qu'on présente un projet. Il y a un timing, donc voilà. Il faut un truc. Donc à des moments, tu perds un peu le fil de ce que tu fais, tu cherches, et tu peux proposer dans les étapes de recherche un truc inspiré. Et ben pour rester dans cette idée de veille, de regarder les autres, etc. Les réseaux sociaux. Alors parce qu'on a dit, vous prospectez pas ou peu directement, ça marche beaucoup par réseau, rebond d'un boulot qui en amène un autre, etc., connaissances, etc. Les réseaux sociaux là-dedans, la diffusion, votre visibilité, c'est important, c'est pas important, vous y travaillez, il faudrait en faire plus, c'est suffisant. On l'a très peu investi pendant longtemps. Et là, on l'investit un tout petit peu plus, justement pour vraiment respécifier un peu plus ce qui nous importe comme boulot, quoi. Vous avez du monde sur Instagram pour vraiment marquer votre identité, rendre plus évidente votre écriture. Ce que je disais tout à l'heure sur la musique, plus on va montrer tel type de boulot, plus on va faire pour ce type-là. Donc d'arriver à recadrer un peu nous vers nos aspirations actuelles, en fait. D'accord. Voilà. Après, moi, je sais pas si ça nous a apporté, si ça a dû nous apporter un ou deux projets, par exemple via Instagram directement. Ouais. Mais on n'a pas été contacté sur Instagram, en fait. Et c'est non, mais c'est en voyant sur Insta le boulot. Ça reste virtuel. C'est vrai que je suis pas certain que ça amène du travail. Réellement. Moi, je pense que c'est vachement important, en tout cas je dirais dans le milieu. Aussi le milieu du graphisme en général, c'est-à-dire il y a ce qui va nous ramener du travail, et puis ce qui est la communauté des graphistes, les étudiants, etc., qui pratiquent beaucoup ce média. Et je sais que pour moi c'est hyper important qu'on ait un Insta qui soit à jour. Donc qu'il n'est pas forcément, qu'il n'est pas. On n'est pas très virulent sur. On pourrait un petit peu plus quand même. J'imagine qu'il y ait du monde aussi sur Instagram vous donne quand même si c'est pas ça qui vous amène des clients, vous affirme peut-être un peu une position. Le fait qu'il y ait des followers. Ouais, le fait qu'il y ait des followers. De se dire que le boulot est apprécié, peu importe. Le fait d'être vu, c'est sûr qu'un graphiste qui n'est pas vu, dont le travail n'est pas vu, c'est frustrant. Donc non, c'est évidemment très intéressant. Après, c'est tellement encore cloisonné. Enfin, c'est vrai que quand on va avoir un théâtre qui va être dans une ville ou un disque qui va sortir dans tel réseau, ce sont des microcosmes qui ont accès à ces images-là. Donc là, ça permet de casser justement tout. Mais il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'autres formats, d'autres personnes qui voient les boulots. Donc ça permet d'éclater un peu les codes aussi. C'est ça qui est plus intéressant. Oui, puis j'ai l'impression qu'on est entouré plutôt de gens bienveillants. Donc c'est aussi galvanisant en fait d'avoir des retours directs ou indirects sur les réseaux. Mais
Mais ça nous fait plaisir aussi de montrer des images qu'on fait. Et puis il y a cette idée d'ensemble dont je parlais tout à l'heure et que je trouve intéressante sur le fait d'objet global, quoi. Le truc, je trouve que c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve important. C'est pas une affiche, une autre affiche. Oui. Je trouve qu'il y a une écriture globale, une œuvre, pour dire le mot, quoi. Ouais. Et là, on la voit. Voilà. C'est marrant d'ailleurs de voir la question d'une cohérence en fait, où elle se passe dans des choses qui peuvent, dont les processus sont hyper variés en fait. Ou de l'évolution aussi. Hein. Ouais. Si on reprend la chronologie aussi. Ouais, carrément. Mais c'est sûr que vous avez quand on parcourt votre Insta, il y a une écriture graphique qui se dégage très clairement, qui n'est pas celle d'autres studios qui ont d'autres essuies. Enfin, et je pense que c'est ce qui permet aussi à des gens de se dire, on appelle eux plutôt que d'autres. Et donc c'est déjà un premier pas dans la relation avec un commanditaire quand il vous a choisi parce qu'il sait le boulot que vous faites, la façon que vous avez de produire les images, le type d'univers visuel que vous manipulez. En fait, la relation est déjà bien engagée. Quoi. Souvent, on évoque ça en disant que c'est plus un esprit finalement. Parce que les formes graphiques, elles peuvent être variées, même si selon les périodes, elles vont être plus ou moins affirmées sur de la typo, sur tel type de couleur, sur différentes techniques, différentes approches. Mais j'ai l'impression que globalement, ce qui tient sur la longueur, c'est plutôt l'esprit général. Quoi. Il me semble. Eh bien, par ordre alphabétique, Arnaud, Loris et Rémi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Et puis à tout de suite. On vous retrouve où Ah oui. On vous retrouve où? Comment on vous cinéma, contacte? Donc sur le site. On a un site, on a un Insta. Là, on va fêter nos 15 ans. Donc on veut faire un événement. D'ici la fin d'année, on va faire une exposition. On en parle ce soir là. D'accord. Alors on n'a rien annoncé d'un point de vue concret de lieu, de date, mais d'ici la fin de 2024. On veut faire une petite rétrospective. Voilà. Ok. Super. D'accord, et on verra tout ça sur votre Insta principalement, j'imagine. Oui, voilà. C'est ça. Carrément. Bon, super. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez toutes les informations et les travaux du collectif sur leur site et sur Instagram @BrestBrestBrest. Merci beaucoup au Centre Pompidou pour son accueil et son soutien, à Cyril et à son équipe qui nous accompagnent à la régie. Merci à Olivier Schloberg pour le générique. Retrouvez toutes les informations de Sans Titre sur Instagram @santtitre.cast. Bisous.